Alors, je voudrais maintenant accueillir, en votre nom, le dernier intervenant de cet après-midi, avant que nous passions à la phase conclusion, et le dernier intervenant, donc avant les conclusions de notre session, Michel Barnier. Merci de nous avoir rejoints, et je serai heureux de vous accueillir. Je vous propose de vous mettre là. Merci, ça va très bien. Alors, merci d'être venu dans votre agenda que j'imagine un peu tendu, un peu compliqué. Monsieur le négociateur en chef, merci de vous être libéré, malgré les tensions qui doivent peser sur votre agenda. En fait, nous voulions terminer la session en travaillant sur l'articulation entre solidarité, valeur européenne, et la démocratie, fondement de notre vivre ensemble. Et nous avons intitulé votre projet d'intervention, nous avions intitulé le projet de votre intervention « L'Europe solidaire, nouvel enjeu pour la démocratie ». Et alors, si nous vous l'avons demandé, c'est parce que nous voulions bénéficier de votre regard ou de vos regards. D'abord, le regard d'un élu local, la Savoie. Nous savons le rôle qu'elle a dans votre parcours et dans votre ancrage. Et c'est important que quelqu'un qui vient de nous parler de démocratie et de solidarité le dise aussi, au nom d'un ancrage local et d'une vie locale, d'un engagement local. Nous voulions vous le demander aussi au nom des responsabilités politiques nationales que vous avez eues, comme ministre, et comme ministre occupant des portefeuilles différents, c'est-à-dire une bonne vision globale. Et puis, vos fonctions en Europe vous ont amené à la parcourir, si j'ai bien compris, à peu près dans toutes les capitales, en tous sens. Et donc ce regard que vous avez pu porter, vous qui avez vu l'Europe, non pas simplement de Chambéry, de Paris ou de Bruxelles, mais aussi des quatre coins de l'Europe, ça peut aussi nous aider. Et puis la dernière chose qui nous a passionnés dans votre parcours, c'est que puisque vous nous représentez aujourd'hui dans la difficile négociation avec le Royaume-Uni, c'est donc que vous avez pris une certaine distance. C'est donc que vous avez été amené à prendre un certain recul, et c'est au nom de tout ce parcours que nous sommes heureux de vous entendre et nous vous remercions. Mesdames, Messieurs, d'abord, merci de ce que vous venez de dire. Merci à Jean Vignon, à Dominique Quignot et à toutes les équipes des Semaines sociales de France de leur invitation. Merci aussi à vous de consacrer 2 journées d'un week-end à ces questions européennes et de m'inviter à cet instant à conclure, si je comprends bien, ou presque conclure. J'ai toujours été frappé d'ailleurs, depuis que je suis engagé en politique, de la grande confiance, parfois la trop grande confiance qu'on fait aux hommes politiques, de venir conclure des journées auxquelles ils n'ont pas assisté. Mais j'ai une petite idée de ce qui a été dit, et puis j'ai aussi une petite idée de ce que je veux vous dire. En laissant de côté d'ailleurs le beau discours qui m'avait été préparé, parce que je pense que c'est mieux de jeter quelques éléments et de parler plus spontanément. Si je vous remercie, c'est pas simplement pour un mot de remerciement, c'est aussi pour dire que le grand danger quand on parle de l'Europe, c'est le silence. Nicole Zenoto, tout à l'heure, vous citiez ou tu citais le général de Gaulle, ce qui m'a touché, puisqu'il a beaucoup compté pour moi dans la première raison de mon engagement, et ça reste ma première fierté de m'être engagé en Savoie, comme jeune militant il y a très longtemps, derrière cet immense personnage. Il disait il faut combattre la démagogie par la démocratie. Et moi je pense, mesdames et messieurs, que le pire pour l'Europe, c'est en effet le silence. Les hommes politiques de droite et de gauche, qui vont pourtant décider à Bruxelles, parce que c'est eux qui décident, et qui, revenus en France, rasent les murs, ont l'Europe honteuse,
ne marchent jamais au milieu de la route, n'expliquent rien, n'assument pas ce qu'ils ont eux-mêmes décidé et trouvent commode de dire, au fond, tout ce qui ne va pas, c'est la faute de Bruxelles, comme pour se défausser de leur propre responsabilité. Et moi, j'en ai assez de ce silence. Et donc, quelles que soient les contraintes de la mission d'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre du temps pour casser ce silence et dès que j'en ai l'occasion, comme la très belle occasion de cet après-midi, de vous dire pourquoi on doit être européen en plus d'être patriote. En plus, pas à la place. Pourquoi des hommes politiques de droite et de gauche qui veulent ratisser large et essayer de gagner des voix en critiquant Bruxelles ont tort et agissent en réalité contre l'intérêt national. En disant cela, je ne veux pas dire, c'est mon deuxième point, que tout est formidable à Bruxelles et que l'Europe ne fait pas d'erreur. Évidemment, on peut mettre plus de démocratie dans l'Europe. Évidemment, on peut réduire la bureaucratie. Alors, encore qu'en cherchant bien, on trouverait de la bureaucratie ailleurs qu'à Bruxelles. Et moi, j'ai été membre du gouvernement à plusieurs reprises et 2 fois commissaire européen. Je suis revenu d'ailleurs depuis 1 an à Bruxelles pour cette mission sur le Brexit. Il y a une chose que j'ai toujours pensée, c'est que quand les bureaucrates ou les technocrates prennent le pouvoir, à Paris, à Lyon ou à Bruxelles, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Et donc aux politiques d'assumer leurs responsabilités. Tout ne va pas bien à Bruxelles, il y a plein de choses à changer et à réformer, comme l'a d'ailleurs très bien dit, avec une conviction européenne que je n'avais pas entendue à l'Élysée depuis François Mitterrand. Je parle du président Macron. Il y a plein de choses à changer, mais il y a aussi des choses à dire au départ. Tout à l'heure, je reviendrai sur ce que nous devons faire ensemble, parce que nous ne pouvons bien faire qu'ensemble, et notamment les 2 grands sujets qui viennent d'être traités, celui du changement climatique et celui de notre défense. Mais il y a une chose au départ que je veux dire à propos de Bruxelles, et si on n'explique pas, si on n'assume pas, alors le débat part dans un mauvais sens. Quels qu'aient été les rêves des pères fondateurs dans les années 50, les rêves fédéralistes? Peut-être ce rêve-là est-il encore celui de certains d'entre vous. Ce n'est pas ça qu'on est en train de construire. L'Europe d'aujourd'hui, c'est 28 pays, bientôt 27, ne construisent pas un État fédéral. Il n'y a pas un peuple européen, il y a 28 peuples, peut-être un peu plus d'ailleurs. Il n'y a pas une nation européenne, il y a 28 nations, 24 langues. Et comme le disait un poète, si l'Europe doit parler d'une seule voix, il faut qu'elle continue à parler avec plusieurs langues. Et ça, mesdames et messieurs, c'est très important de le comprendre, parce que ça explique pourquoi l'Europe est compliquée. Pourquoi ça ne peut pas être simple à Bruxelles? Quand je suis aux réunions des conseils des ministres ou au Parlement, tout autour de la salle où se trouvent les élus qui décident, il y a des cabines vitrées. Il y a 24 cabines. Dans chaque cabine, il y a 2 personnes, les interprètes, qui traduisent simultanément ce que dit chacun dans 23 autres langues. C'est très compliqué, ça coûte très cher. On peut très vite faire des économies, simplifier, on supprime les cabines, on supprime les interprètes, et on parle tous la même langue, l'anglais. Non mais je vous dis la vérité. Et si on ne veut pas ça, il faut les cabines. Si on ne veut pas une Europe uniforme, il faut accepter cette complexité d'institutions qui agissent au nom de la plus grande circonscription politique du monde. Près de 500 millions de citoyens, 28 nations qui ne veulent pas fusionner
chacune d'entre elles veut garder sa différence, son identité, sa langue, sa culture, ses traditions. Et nous y tenons à cette différence, comme nous devons accepter que les autres tiennent à la leur. Et si vous voulez faire que ça fonctionne ensemble, ça ne peut pas être simple. Il n'y a pas de Premier ministre à Bruxelles, mais il y a une institution qui joue le rôle du Premier ministre, celle dont j'ai eu l'honneur de faire partie à 2 reprises, la Commission européenne. C'est 28 personnes qui, une fois nommées, cessent de représenter leur pays, bien qu'elles en restent citoyens, et agissent pour l'intérêt général européen. Et les propositions de la Commission, qui ne fait que des propositions, puis exécute les décisions, elles sont issues de ce travail collégial de 28 personnes issues de la droite et de la gauche, du centre, de 28 pays qui ont leur sensibilité, mais qui travaillent pour faire des propositions comme un Premier ministre en France fait des propositions. À qui? Aux 2 chambres, élus d'hommes et de femmes politiques qui décident. La Chambre des États, c'est le Conseil des ministres, ou plutôt les Conseils des ministres, au-dessus desquels il se trouve le Conseil européen, avec les 28 chefs d'État et de gouvernement, d'un côté, qui décide sur les propositions de la Commission, et de l'autre, la Chambre des citoyens, le Parlement européen, qui a un rôle égal à celui du Conseil des ministres. Voilà comment ça se passe. Je dis ça pour juste comprendre que si on veut une Europe unie et pas une Europe uniforme, il faut accepter une certaine complexité et l'expliquer. Vous m'avez invité aussi, pour ces quelques mots de conclusion, comme le négociateur du Brexit que je suis aujourd'hui, au nom des 27 pays de l'Union européenne, et en bonne intelligence avec le Parlement européen. C'est une tâche absolument passionnante et difficile. C'est une négociation extraordinaire, unique. Je ferai d'ailleurs tout pour qu'elle reste unique. Avec le peuple britannique qui a donc par référendum, à une majorité, mais à une majorité de décider de redevenir solitaire plutôt que de rester solidaire. Nous regrettons beaucoup ce vote. Le paradoxe d'ailleurs de ma mission d'aujourd'hui, c'est que je me souviens de mon tout premier vote à moi, comme jeune citoyen français. Vous vous souvenez que dans les années 70, on votait non pas à 18 ans, mais à 21 ans. Et donc en 72, j'avais 21 ans, vous pouvez faire le calcul, comme ça. Et nous avons eu, vous vous souvenez aussi, un référendum que M. Pompidou avait organisé pour l'adhésion de 4 pays, Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark et la Norvège. Et j'ai fait campagne, ce qui n'a pas été évident à l'époque pour un militant du parti gaulliste que j'étais, pour le oui. Je ne l'ai jamais regretté. Nous regrettons ce vote britannique, nous le respectons, et ma tâche est de le mettre en œuvre sans agressivité, mais sans naïveté non plus. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette négociation extraordinaire, dans laquelle je dois d'abord traiter, avec les Britanniques, pas contre eux, les sujets du divorce. Je n'ai pas d'expérience personnelle dans ce domaine, mais j'ai beaucoup d'amis qui en ont. Ils m'ont toujours dit que c'était des moments coûteux et difficiles. Nous y sommes. Ce n'est pas le plus important dans notre avenir avec les Britanniques, même s'ils se séparent de l'Union. Il faut organiser cette séparation le plus correctement possible et ensuite bâtir avec eux, pour l'avenir, un partenariat nouveau, alors qu'ils seront devenus un pays tiers. Et je dois traiter des questions aussi graves que celles des droits des citoyens, 4,5 millions de citoyens de part et d'autre, qui ne sont pas sûrs de leur statut après le Brexit, de résidents, la portabilité des pensions, les droits à prestations sociales. Il y a 3,4 millions Européens qui vivent et travaillent au Royaume-Uni et qui sont inquiets. Il y a dans l'autre sens 1,2 million Britanniques qui vivent et travaillent, parfois aussi beaucoup de retraités, dans l'un des 27 pays de l'Union. Ça, c'est le premier
premier grand problème que nous devons traiter, sécuriser ces droits acquis jusqu'au jour du Brexit. Et puis il y a la question des frontières, notamment en Irlande, où pour établir la paix après le conflit tragique entre catholiques et protestants en Irlande du Nord, on a au niveau de toute l'Irlande, de l'île d'Irlande, une zone où il n'y a plus de frontières du tout entre la République d'Irlande d'un côté et l'Ulster, l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni. Nous devons pouvoir contrôler, après le départ des Anglais, après le Brexit, comme c'est normal, parce que nous devons contrôler toutes les marchandises et les personnes qui entrent et qui sortent du marché unique, sans recréer de frontières en Irlande. Donc faire des contrôles sans frontières physiques, sans frontières dures, voilà le deuxième défi. Et puis le troisième défi, c'est celui du budget, des engagements pris par le Royaume-Uni avec nous depuis 2014 pour une période de 7 ans. Sachez, vous rappelez-vous qu'en Europe, le budget n'est pas un budget annuel, mais un budget de 7 ans, 2014-2020, où nous prenons tous les engagements ensemble. Et donc notre intention, c'est à coup sûr de ne pas payer à 27, ce qui a été décidé à 28 pour la période 2014-2020. Et donc les Britanniques payent leur part, ce qui est logique. Je ne vais pas rentrer dans d'autres détails. Je veux simplement vous dire qu'il y a une différence, mesdames et messieurs, entre les conséquences du Brexit, que je suis chargé de gérer en grande partie dans cette négociation, et les leçons du Brexit, qui intéressent tout le monde. Et je recommande de ne pas confondre les deux. Je recommande de prendre le temps, au-delà de la négociation, pour comprendre pourquoi une majorité de citoyens britanniques ont voté comme ils l'ont fait. Je recommande de ne pas confondre le populisme et le sentiment populaire. Quand vous regardez les raisons pour lesquelles une majorité de citoyens britanniques ont voté pour la sortie de leur pays de l'Union, il y a évidemment une partie de vote nostalgique de ce qu'a été le Royaume-Uni autrefois. Il y a aussi pas mal de nostalgiques en France, qui regardent l'avenir de la France avec un rétroviseur en se disant c'était mieux avant, du temps des colonies, du temps de l'Empire. Mais nous ne sommes pas dans ce temps-là. Il faut mieux regarder devant. Il y a aussi un certain nombre de gens qui ont voté contre Bruxelles, contre les réglementations qui parfois empêchent de spéculer tranquillement. Mais il y a d'autres votes plus intéressants et plus graves. Une majorité de gens dans des régions désindustrialisées du Royaume-Uni ont voté pour exprimer le sentiment d'être abandonnés, d'être laissés de côté, de ne pas être protégés contre les excès de la mondialisation, ont exprimé une douleur ou une souffrance sociale liée au chômage. Et moi, je recommande, encore une fois, de ne pas confondre ce sentiment populaire qu'il faut comprendre, écouter et auquel il faut répondre avec le populisme qui utilise le sentiment populaire, populisme de droite ou de gauche. Et ce vote britannique, à bien des égards, il ressemble aussi à des votes que l'on rencontre chez nous, en France. Quand on regarde, une analyse politique indiquait ça l'autre jour, les raisons du vote en faveur de Mme Le Pen dans certaines régions de France, en Picardie ou ailleurs, où le vote atteint parfois 45-49% des voix. On voit quoi? On voit que le vote d'extrême droite est corrélé à une autre courbe, qui est celle du chômage. Et puis à une deuxième autre courbe, qui est celle de la distance de votre maison avec une gare. Et puis une troisième autre courbe, qui est celle de la distance de votre maison avec un médecin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens qui expriment ce vote ont le sentiment d'être laissés pour compte, d'être hors du progrès et laissés au bord du chemin. Et donc ma recommandation est de comprendre ces votes, au Royaume-Uni comme chez nous, comme dans d'autres pays, un peu partout en Europe, et d'y répondre. Jacques Delors, que Jérôme Vignon a servi et bien connu et auquel je pense très fort en ce moment, définissait le contrat européen par cette belle formule: la compétition qui stimule,
la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Voilà ce qu'il disait pour définir le contrat européen. Sans doute, ces trois éléments étaient-ils équilibrés au temps où il était le président de la Commission, travaillant avec le chancelier Helmut Kohl et François Mitterrand avec une telle complicité. Et moi, ce que j'ai constaté depuis 15 ans, c'est que de ces trois piliers, le premier a pris le dessus, la compétition qui stimule au détriment des autres, et qu'on a donné la priorité à cet excès de libéralisme en dérégulant. Lorsque j'ai été nommé commissaire européen pour la deuxième fois en 2010, chargé du marché intérieur et des services financiers dont vous avez parlé hier, m'a-t-on dit, c'était juste en plein cœur de la crise financière. Des millions d'emplois ont été détruits. Cette crise a coûté 12 à 13% de points de PIB pour redresser les banques. Alors même que ce sont des banquiers, notamment américains et ainsi en Europe, qui se sont mal comportés, qui se sont cru tout permis, ou plutôt à qui on a tout permis, à force de déréguler, de mettre des produits toxiques sur le marché, des consommateurs, des familles, des collectivités publiques, de se payer des bonus insensés, prenant tous les risques pour se faire payer plus et laissant les contribuables payer les risques. Ça suffit. Et donc j'ai dit au président de la Commission qui me nommait, à ce poste où un Français n'avait jamais été, le marché intérieur depuis 60 ans, j'en reviens, mais je veux que nous changions la ligne. Je veux qu'on en revienne à ce que, Nicole, vous disiez tout à l'heure, l'économie sociale de marché. Des marchés financiers qui travaillent au service de l'économie réelle et non pas pour leur propre service. Et c'est ce que nous avons fait patiemment pendant 5 ans à travers 41 lois de régulation financière qui sont aujourd'hui actives et qu'il faudrait d'ailleurs compléter ou renforcer. Et ça, c'est une des raisons de la souffrance sociale ou de l'incompréhension, du sentiment que l'Europe ne protège pas. Il y a eu cette faute importante à Bruxelles, soutenue par beaucoup de gouvernements de droite et de gauche, dérégulant, baissant les bras devant la finance mondiale, et il était temps de corriger ou de redresser la barre. Le Brexit, plus la montée des populismes un peu partout, pour les raisons que je viens de dire, en particulier celle-là, plus l'élection d'un nouveau président américain, M. Trump, qui, pour la première fois, s'agissant d'un président américain depuis 1950, depuis la première étape de la construction européenne, celle de Monnet, de Schuman et d'Adenauer, la CECA, n'a pas soutenu, n'a pas indiqué dès son élection qu'il soutiendrait l'intégration européenne, et puis les violences tout autour de nous, l'instabilité de la Méditerranée, les attentats au cœur même de nos sociétés, tout cela a créé, et c'est le point un peu, non pas d'optimisme mais de volontarisme que je veux vous indiquer, un climat assez nouveau de celui que j'ai ressenti en 2010-2011 au cœur de la crise financière. Au moment de cette crise, et peut-être d'autres, il y a eu une telle secousse, de telles conséquences politiques, économiques, sociales, qu'il a fallu pour les dirigeants européens mobiliser toute leur énergie en défensive, le dos au mur, pour résister et regagner pas à pas la stabilité financière et un certain ordre économique. On ne fait rien s'il y a trop d'instabilité. Personne n'investit, personne n'a confiance. On ne peut pas agir dans le moyen et le long terme si, à court terme, tout bouge. Je sens une ambiance un peu différente aujourd'hui, peut-être à cause de tous ces éléments mis ensemble, et je sens qu'il y a eu une sorte d'électrochoc ou de sentiment collectif de responsabilité des dirigeants européens. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans la négociation que je conduis, en leur nom, les dirigeants européens, ce qui a surpris beaucoup de gens, sont unis, très unis, sur le mandat qu'ils m'ont donné. Alors,
si je ne me trompe pas, et si ces dirigeants européens ont ce sentiment, cette exigence d'un nouveau volontarisme pour corriger les erreurs, mettre plus de démocratie, réduire la bureaucratie et agir, il faut qu'ils le fassent, comme j'ai le sentiment. Le président Juncker a fait un discours important à Strasbourg l'autre jour, le président Macron a un très important discours à la Sorbonne. Il faut qu'ils agissent ensemble. Je voudrais, c'est mon deuxième point, après vous avoir dit tout à l'heure, d'explication objective des raisons de la complexité du fonctionnement européen, peut-être vous emportiez ce soir de mon intervention un deuxième message, c'est les raisons d'être ensemble. Pourquoi on doit être ensemble pour gérer ou faire face ou relever un certain nombre de challenges qu'on ne peut plus relever chacun chez soi, chacun pour soi. Il y a 5 ans, le Premier ministre britannique, pour soutenir les efforts que je faisais sur le marché intérieur, a publié une brochure pour marquer son soutien à ce que je faisais. J'étais très touché parce qu'il ne l'a pas fait pour la régulation financière, mais il l'a fait pour le marché intérieur. Et dans cette brochure, il y avait un tableau, peut-être qu'on peut essayer de le montrer, ce que je l'ai donné tout à l'heure, à l'écran. Je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais je vais vous dire ce qu'il y a sur ce tableau. Il y a 4 colonnes. C'est le Premier ministre britannique qui l'a fait, donc il doit être juste. Hein. Voilà. Qui montre quelles sont les 10 premières puissances économiques du monde aujourd'hui, par leur PIB. Dans ces 10 premières, en 2010, c'est déjà il y a 6 ans ou 7 ans, il y en a 4 seulement qui sont européennes sur 28. Qu'est-ce qui se passe au rythme probable de l'évolution économique des autres et de nous? Tous les 10 ans, il y en a un des 4 Européens qui est éjecté du tableau. Et puis en 2050, c'est demain, le temps des plus jeunes d'entre nous, peut-être aussi de nous, avec un peu de chance, hein, en 2050, l'Allemagne est 9e, le Royaume-Uni va être éjecté, et il n'y a plus un seul pays européen dans le G8. Regardez bien ce tableau, souvenez-vous-en. Il veut dire simplement que si on veut être à la table de ceux qui décident de l'ordre ou du désordre du monde, si on veut y défendre nos idées, notre modèle social et culturel, nos valeurs, ce n'est pas une option d'être ensemble, c'est une nécessité. Séparés, on est éjecté du tableau. Chacun chez soi, chacun pour soi, on ne compte plus. Et si on n'est pas sur ce tableau, si on n'est pas à la table, moi je pense qu'on est foutu, c'est ce que je pense. Et qu'on sera définitivement dominé, sous influence, je vais même dire sous-traitant des Chinois et des Américains. Et moi je ne me suis pas engagé en politique pour être sous-traitant ou sous influence. Mais si on veut réfléchir aux nouveaux moyens d'être influent, d'être un jour, comme le disait Nicole, un acteur global dans le monde, de ne pas être sous-traitant, alors il n'y a qu'une seule option, c'est d'être ensemble. Si je mettais une dernière colonne sur ce tableau, avec l'Union à 27, même pas à 28, nous serions durablement 2e ou 3e dans le monde. Et voilà pourquoi je veux dire qu'il faut être, encore une fois, passionnément patriote, mais aussi résolument européen. Pour faire quoi, mesdames et messieurs? Et c'est mon dernier point. Regardons bien le monde tel qu'il est. Ce tableau le montre. Regardons bien les défis tous les jours dans ce monde qui est de plus en plus fragile avec le changement climatique, injuste avec la pauvreté, instable avec les guerres ou le terrorisme. Dans ce monde-là, la question qu'on doit se poser, c'est comment on agit, comment on se protège, comment on fait valoir nos intérêts sans complexe, parce que je peux vous dire que les autres n'ont aucun complexe, et nos valeurs et nos idées, comment on défend notre modèle social et culturel.
Moi, je pense qu'il faut le défendre, mais que ce n'est possible qu'ensemble. C'est aussi pourquoi le Brexit a une certaine dimension utile pour cela. L'autre jour, le ministre américain qui défend ses intérêts derrière M. Trump, sans complexe, est venu à Londres, c'était la semaine dernière, et il a dit aux Anglais: nous allons bâtir avec vous un contrat transatlantique exceptionnel, vous allez pouvoir converger vers nous, et si vous voulez converger vers nous et vers d'autres, alors vous devez diverger des Européens. Et 2 jours après, j'ai répondu à M. Ross, le ministre américain que j'évoque, dans une intervention à Rome, où j'ai dit aux Britanniques: réfléchissez bien, vous quittez l'Union européenne, très bien. Est-ce que vous allez quitter aussi le modèle européen, le modèle réglementaire européen que vous avez construit avec nous depuis 45 ans? Mesdames et messieurs, on peut dire tout ce qu'on veut des règles, de l'excès, des tatillons, des règles ou des lois européennes. Je reconnais qu'il y a l'Europe, comme le disait M. Juncker, s'est souvent occupée trop des petites choses et pas assez des grands sujets. Mais ce modèle réglementaire qu'on a construit, il traduit un choix de société qui n'est pas le même choix de société que les Africains, les Chinois ou les Américains. Ce modèle réglementaire qu'on a bâti patiemment ensemble, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Commission qui propose et les États et les députés européens qui décident, il traduit un choix auquel nous tenons, y compris dans des sujets de la vie quotidienne, le choix alimentaire par exemple. Le ministre américain, il a donné comme exemple de la convergence qu'il souhaitait des Anglais vers les Américains, l'abandon d'une règle qui fait que nous refusons, nous, les Européens, et je le sais comme ancien ministre de l'Agriculture, d'acheter du poulet américain parce que le poulet américain, c'est un poulet qui est chloré, qu'on trempe dans le chlore, dans de l'eau chlorée plus exactement, avant de l'exporter. Pas question d'accepter ce type de modèle alimentaire, pas plus que la viande clonée ou les OGM à outrance. Nous avons un modèle alimentaire qui est fait de produits de qualité, divers et traçables. Et nous n'avons pas l'intention d'en changer sous le prétexte que les Britanniques s'en vont. Je pourrais dire la même chose pour l'économie sociale de marché et encore aussi pour les marchés financiers. Nous avons construit une architecture de régulation, j'y ai pris ma part pour se protéger des excès de la spéculation mondiale. Mesdames, Messieurs, il y a des choses qu'on ne peut faire qu'ensemble ou que nous ne ferons pas. Je dis un mot de la spéculation financière. Au-dessus de notre tête, tous les jours, le simple transaction, les échanges sur ce qu'on appelle les produits financiers dérivés qu'utilisent les spéculateurs, mais aussi les industries pour se protéger, d'ailleurs à juste titre, de certains excès ou des variations des taux de change ou des taux d'intérêt. Ces échanges-là représentent, écoutez-moi bien, 600 000 milliards de dollars en permanence. 600 000 milliards de dollars au-dessus de nos têtes. Qui est-ce qui peut imaginer que la France toute seule, l'Allemagne toute seule, et je ne parle pas des autres, peuvent se protéger ou créer des règles? Personne. Et si vous entendez un homme ou une femme politique vous dire ça, qu'en étant derrière nos frontières nationales, nous allons nous protéger contre cette spéculation financière mondiale, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est l'Europe et la commissaire européenne, Mme Vestager, qui est capable de coller des amendes de 500 ou 600 millions d'euros contre des entreprises américaines ou des multinationales qui ne respectent pas les règles européennes. Personne d'autre. Personne d'autre. Alors qu'il s'agisse de se protéger de la spéculation financière mondiale, qu'il s'agisse de relever le défi majeur de la solidarité et du développement de l'Afrique qui est tout à côté de nous, où se trouvent tant de difficultés et tant de potentiel, qu'il s'agisse de relever, vous l'avez dit tout à l'heure, Gaël Giraud, le défi du changement climatique, ou Nicole, celui de la défense et de la lutte contre le terrorisme, qu'il s'agisse de la gestion de nos frontières, de l'accueil humaniste des réfugiés politiques, qu'il s'agisse de la gestion des catastrophes naturelles. J'étais très heureux que le président de la République reprenne une idée à laquelle je tiens, de la création
d'une force européenne de protection civile. Comment on peut imaginer d'aller chez nous en Europe quand il y a de grandes catastrophes ou à l'extérieur, à Haïti, 250 000 morts, autant que le tsunami dans l'océan Indien, 245 000 morts. Et les Européens partent tous les uns à côté des autres, sans aucune coordination. Voilà quelques exemples de ce que nous ne pouvons faire qu'ensemble, si on veut le faire bien, comme d'ailleurs d'être dans nos échanges fermes, ouverts, mais jamais naïfs, de connaître les investissements étrangers, qui achètent quoi en Europe pour se protéger et ne pas laisser partir certains actifs stratégiques. Et puis il y a aussi le dialogue social. Il en a été question avant-hier à Göteborg, dans un nouveau sommet enfin sur cette question, pour rebâtir un socle social, afin de remettre au cœur du projet européen l'homme qui aurait jamais dû cesser d'y être. Voilà. J'ai essayé de vous dire deux ou trois choses, peut-être un peu de manière désordonnée, sur les raisons de la complexité européenne, les leçons du Brexit et l'exigence d'écouter le sentiment populaire pour mieux combattre le populisme, la raison d'être de cette Europe qui mutualise 28, bientôt 27 nations. Nous avons besoin des nations pour combattre le nationalisme. Et puis, la raison d'être ensemble, c'est-à-dire tous ces défis qu'on ne peut pas relever chacun chez soi ou chacun pour soi. Voilà. Peut-être au terme de ces semaines sociales de France, vous dire, moi, à titre d'homme et de citoyen, une phrase qui me marque et qui continue d'être utile dans mon action quotidienne, quelles que soient les missions qui me sont confiées. C'est une phrase qui a été prononcée par un pape européen, Benoît XVI. J'étais ministre des Affaires étrangères et j'ai eu l'honneur de représenter notre gouvernement le jour de sa messe d'intronisation. Et ce jour-là, Benoît XVI a, dans son homélie, dit 4 mots. Et moi, j'ai jamais dans ma vie publique, jamais, entendu 4 mots mis ensemble qui aient autant de force. Il a dit chaque homme est nécessaire. Chaque homme est nécessaire. Voilà. Et je pourrais, en le paraphrasant, dire que chaque citoyen est nécessaire, chaque territoire est nécessaire, chaque entreprise est nécessaire. Et c'est avec le sentiment de cette nécessité que les dirigeants européens doivent maintenant relever les défis, répondre au populisme, donner une réponse encore plus concrète au sentiment populaire qui s'exprime et qui est souvent juste, et préserver le projet européen. Mesdames, Messieurs, le choix n'est pas entre la France et l'Europe. Elles vont ensemble, comme les deux drapeaux qui sont derrière le chef de l'État. Le choix, il est entre une Europe européenne, souveraine, indépendante, faite de cette mutualisation de nations, ou une Europe sous-traitante et sous influence. En ce qui me concerne, j'ai choisi de me battre pour que mon pays, au sein de l'Europe, se batte pour une Europe indépendante et souveraine. Merci de votre attention. Juste vous remercier. C'est sympa. Monsieur le négociateur en chef,
vous nous avez d'abord rassurés. Après vous avoir entendu, nous avons une conviction. Nous sommes heureux que vous nous représentiez à cette négociation. Et puis, je voulais aussi vous dire que pendant 2 jours, nous avons entendu des témoignages portés par des expériences, portés par des femmes et des hommes qui parlaient d'eux-mêmes, des témoignages très vrais. Nous avons entendu des expertises portées par des scientifiques ou des gens dont la qualité d'experts est majeure. Mais les semaines sociales ne sont pas une université. Les semaines sociales, c'est le lieu d'un engagement. Et pour nourrir cet engagement, il est bon que la dernière parole soit une parole politique. Merci d'avoir porté.